Bonjour, aujourd'hui on va parler des prismes un peu plus en détail. Donc les prismes, on a déjà vu qu'ils peuvent être utilisés dans des appareils optiques pour faire dévier le parcours de la lumière. À cause du fait qu'ils font la réflexion totale interne, il n'y a aucune perte de signal lumineux, donc ça permet de préserver le maximum de la qualité de l'image. Mais il y a d'autres utilités au prisme. Okay? Une dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait qu'il peut faire dévier la lumière. Si on compare par exemple à l'image de gauche ici, c'est une lame parallèle ou une espèce de rectangle transparent. Ça va décaler un faisceau qui se propageait de façon incidente. Il va être décalé linéairement, mais rester parallèle lorsqu'il va émerger de la lame parallèle. Mais pour un prisme, le faisceau qui va émerger du prisme va être dévié dans son orientation. On voit ici le faisceau qui est émergent. On peut aller mesurer l'angle par rapport au faisceau incident. J'ai tracé ici le prolongement du faisceau qui va sortir du prisme. Tandis que le faisceau pointillé, lui, c'est la direction que le rayon avait à l'entrée, donc rayon incident. Donc si on mesure l'angle entre les deux, on va obtenir l'angle qu'on appelle de déviation. Okay. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet sur les prismes, on va revenir sur un exercice que j'ai réalisé qu'on avait comme un peu... je n'ai pas parlé là, au dernier cours, quand on parlait des prismes qui permettent de réfléchir la lumière à un angle de 90 degrés, donc de façon perpendiculaire au faisceau incident. Alors, on a ici simplement une explication qui nous dit que si ça, c'est la surface du prisme, là, ici, avec le rayon pointillé, puis qu'on veut emprisonner le faisceau de façon à ce qu'il reste dans le prisme pour être dévié d'un angle de 90 degrés, ça veut dire qu'il faut qu'on aille minimalement un matériau dont l'angle critique est de 45 degrés. Si l'angle critique est plus petit, ça marche, mais si l'angle critique est plus grand que 45 degrés, le faisceau va sortir à l'extérieur avant qu'on arrive à une réorientation de 90 degrés. Bref, ici tout ce que ça explique, c'est quel serait l'indice de réfraction que ça prendrait pour avoir ces propriétés-là, pour utiliser un prisme et dévier un rayon de l'angle de 90 degrés. Puis, si on fait le calcul, ça c'est juste avec la loi de la réfraction. On a l'indice ici qu'on veut déterminer pour le prisme. Puis, l'angle θ1, on voulait une valeur minimale de 45 degrés. Puis là, ça va sortir dans l'air avec l'angle θ2 de 90 degrés. Ça, c'est le cas limite, l'angle critique. Fait que quand on isole n, on s'aperçoit que ça va fonctionner tant et aussi longtemps que le prisme est fait d'un matériau qui a un indice de réfraction d'au moins 1,41. Donc, c'est souvent, on va utiliser comme la vitre qui est autour de 1,5, donc ça fonctionnerait bien. Mais aussi, comme on a vu, l'acrylique qui est un genre de plastique qui est aussi une valeur d'indice de réfraction de plus de 1,41, ça fonctionne aussi. Plus loin, en bas de la page 18, il y avait un exemple sur le critère entre l'indice de réfraction de la gaine puis de la fibre optique pour une fibre optique. Ça, c'est vraiment de niveau supérieur au cours, là, au niveau du cours. Donc, moi, je vous invite à le sauter, celui-là. Il n'est pas nécessaire de le couvrir puisque de toute façon, on n'a que 12 semaines, donc ça ferait partie des contenus qu'on peut sauter. Alors là, on va enchaîner avec un exemple sur le prisme. Puis ça va me permettre de vous introduire deux nouvelles équations qu'on va utiliser quand on travaille avec le prisme, une déviation d'un faisceau dans un prisme. Donc là, on a un faisceau lumineux qui est envoyé sur un prisme équilatéral, ce qui veut dire qu'il y a des angles égaux dans les trois coins. Donc, autrement dit, si on divise 180 par 3, ça fait des angles de 60 degrés partout. On dit que le rayon est incident à 35 degrés en dessous de la normale de la première face. Donc, on veut déterminer la déviation du rayon causé par le prisme. Donc, voici la situation qui était décrite quand elle est illustrée. Puis, j'ai mis ici le symbole A, ça représente l'angle au sommet du prisme. Dans notre cas, c'est 60 degrés, mais ça ne sera pas toujours le cas. Pourquoi je l'ai symbolisé par A, c'est qu'il va apparaître dans une équation qu'on va vous montrer tantôt. Fait que là, on a deux réfractions dans le prisme. Si on réussit à étudier une situation où on a la déviation, c'est que le rayon va arriver à sortir à la surface opposée. Donc, il va traverser d'un bord à l'autre. Fait qu'on va avoir une première réfraction de l'air à notre prisme, puis ensuite, ça va être du prisme à l'air. Fait que pour le premier calcul, on a
l'angle de 35 degrés pour l'angle d'incidence. Puis là, dans le cas du prisme, on identifie différemment les angles parce que on ne peut pas juste dire θ1, θ2 parce qu'il y a 2 réfractions. Donc, on va dire ici que les symboles 1, c'est pour la réfraction, la première, puis 2, ça va être pour la face 2. Okay? Donc, I1, c'est l'angle d'incidence à la face 1. Alors, on applique la loi de la réfraction pour calculer R1, l'angle de réfraction à la première face. Alors, quand on fait le calcul, on obtient une valeur de 22,17. Donc, je la fais apparaître ici dans le schéma. Ça, c'est l'angle de réfraction à la face 1. Puis là, on cherche maintenant, si on veut continuer le calcul pour savoir comment le rayon va sortir, on veut trouver l'angle d'incidence à la face 2, donc I2. Là, ici, vous allez voir toute une preuve apparaître d'une équation, mais c'est encore une fois de l'enrichissement. Donc, dans le cadre du cours qui est de 12 semaines, on va laisser tomber la preuve. Elle va apparaître, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est la formule dont on fait la preuve. OK? Puis, elle est dans votre feuille d'équation. Il faut savoir l'utiliser. Donc, c'est cette formule-là. I2, l'angle d'incidence qu'on cherche là, à la deuxième face, va être égal à l'angle au sommet moins l'angle de réfraction à la première face. Donc, moi, je m'en rappelle en me disant simplement que la somme des deux angles ici à l'intérieur va donner A. Fait que là, on peut calculer maintenant notre angle I2. I2 va être égal à l'angle au sommet de 60 moins le 22,17 qu'on a trouvé. Fait que ça nous donne 37,83 degrés. Je vais le replacer à la page suivante. Le faisceau mauve, là, en fait, ça va refléter notre faisceau qui va sortir, mais il n'apparaît pas dans le bon ordre. Là, il ne devrait pas être là tout de suite. Mais on cherche, dans le fond, l'angle R2 entre la normale et le faisceau qui va émerger. Donc là, on va appliquer encore la loi de Snell-Descartes avec cette fois l'indice 1 qui est dans le prisme, puis l'indice 2, c'est à la sortie dans l'air. Alors, on fait notre calcul pour trouver R2. Puis, ce qu'on obtient, c'est 68,79. Donc, ça serait l'angle R2 ici entre la normale et le faisceau qui a émergé par la face opposée. Maintenant, pour la déviation. Donc, la déviation, là, c'est l'angle ici en mauve entre le faisceau qui a sorti, puis lui par rapport au faisceau qui arrivait au prisme. Donc, j'ai prolongé les deux. Puis là, on voudrait savoir c'est quoi l'angle qui est ici. Fait que quand on fait des calculs, il y a une équation aussi qui permet de trouver cet angle-là à partir des 4 valeurs qu'on connaît maintenant là, des angles incidence et réfraction. Alors, encore une fois, il y a une preuve qui va apparaître, mais c'est l'équation qu'on va utiliser là, directement. Okay? L'équation est celle en rouge. Donc, l'angle de déviation qu'on veut trouver, c'est la somme des deux angles à l'extérieur. Okay? Le I1 et le R2. Puis ensuite, on leur enlève l'angle au sommet de 60 degrés dans ce cas-ci. Donc, on y va pour le calcul. On avait un angle d'incidence I1 de 35. On ajoute l'angle R2 à la sortie de 68,79. On soustrait l'angle au sommet et on obtient notre angle de déviation qui est de 43,79. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup de calculs. Mais bon, là, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est on va aller voir par des mesures comment se comporte cet angle de déviation-là alors qu'on fait varier l'angle d'incidence. Par exemple, si on a un petit angle d'incidence, est-ce qu'on a une grande déviation, une petite déviation et vice-versa. OK, on va revenir aux exemples à la page 21 après. Maintenant, dirigez-vous à la page 22. Vous allez faire, suivre la vidéo faite par Rémi qui a pris des photos là, de différents angles d'incidence pour le montage. Là. Puis là, vous allez aller mesurer à l'aide du logiciel Capstone l'angle de sortie par rapport à la normale, donc R2, puis la déviation aussi entre le faisceau incident et le faisceau émergent. J'ai barré ici la colonne du milieu, là, R2 moyen, parce que ça, c'est pour comparer en classe avec une valeur moyenne des autres équipes. On ne le fera pas aujourd'hui. Puis, même chose pour la valeur de déviation. On ne fera pas une moyenne entre les équipes. Vous allez simplement prendre la vôtre à même le document Capstone. Donc, voici le montage qui est utilisé. C'est ici un laser. Le laser émet un faisceau rouge et le faisceau vient raser la feuille, ce qui fait qu'on peut le voir. On peut le voir qui rentre dans le prisme. On a ici un prisme équilatéral en acrylique.
Ce qui est spécifié par le fabricant pour ce prisme-là, c'est qu'il y a un indice de réfraction de 1,49. Donc, on peut voir le faisceau qui arrive ici du laser, qui rentre dans le prisme. Il y a une partie qui est réfléchie, on n'en tiendra pas compte, là. Il y a une réflexion qui se passe à la surface, mais on s'intéresse plutôt au faisceau qui rentre, qui traverse le prisme, et de savoir à quel angle il ressort de l'autre côté. Le montage nous permet d'être tourné comme ça, on tourne la table, ce qui fait qu'on va pouvoir faire varier l'angle d'entrée et aller lire pour ces différents angles d'entrée-là, l'angle de sortie. J'ai pas nécessairement pris toutes les valeurs à des angles d'entrée fixes comme spécifié dans votre tableau, là, c'est-à-dire 35, 40, 45. Donc, vous allez avoir à modifier là, les données qu'il y a inscrites pour I1 dans votre tableau. Par la suite, vous allez pouvoir aller faire le graphique demandé et l'analyse, les calculs. Pour aller lire les mesures d'angle sur les différentes photos, on va utiliser le logiciel Pasco Capstone que vous devriez avoir installé avec une autre procédure. Donc, le fichier venant avec l'expérience de déviation du prisme, vous devriez aussi l'avoir reçu de votre professeur. Donc, je vais l'ouvrir. Le fichier contient une multitude de pages. Et chacune des pages, c'est un angle d'incidence différent. Donc, je vais vous montrer comment aller lire l'angle du faisceau ici qui rentre. Le faisceau incident arrive toujours par la droite de l'écran via le faisceau laser qu'on voit. Là. Donc, ici, sur la petite réglette qui s'appelle Créer un outil de mesure, on va cliquer et venir chercher un outil d'angle. Ça nous amène quelque chose comme ça qu'on peut déplacer à notre guise. Là. Comme je vais l'amener au point au point de contact à la surface du prisme. Là, ce que je vais faire, je vais me mettre une ligne parallèle à mon prisme pour aller chercher ma normale. Ma normale, c'est 90 degrés à partir de la surface. Ça va être impossible d'avoir exactement 90 degrés là, dès qu'on est proche. C'est bon. Et là, j'ai besoin de savoir l'angle entre ma ligne de normale qui se trouve être celle-là et le faisceau d'entrée. Donc, je vais aller me chercher un deuxième outil d'angle. Je vais aller placer aussi au point d'entrée, lire l'aligner avec la normale et l'autre aligné avec le faisceau d'entrée. Donc ici, mon faisceau d'entrée là, serait à un angle d'incidence de 62,1 degrés. On peut arrondir au dixième de degré. Là. Lorsque je déplace l'outil d'angle, il y a une loupe qui apparaît. Si jamais cette option-là vous achale, vous pouvez l'enlever. Je vous montre comment. Sur le petit engrenage qu'il y a ici, dans Analyser, on va venir enlever le crochet sur Utiliser la loupe avec des outils. Donc, des outils d'angle, on peut en faire apparaître tant qu'on veut. Vous allez pouvoir aller lire l'angle de sortie et faire la même chose pour chacun des angles différents. Vous pouvez partager le travail en équipe, là, puis partager vos résultats. Alors, Rémi vous a montré comment aller mesurer l'angle d'incidence I1. OK, donc du côté du laser. Maintenant, je vais vous montrer où se trouve la mesure qu'on doit faire pour trouver l'angle R2 à la sortie, puis ensuite l'angle de déviation. Donc là, d'abord, j'ai trouvé le point où le faisceau sortait et j'aligne un des côtés de l'angle parallèle à la surface, puis là, j'amène l'autre à 90 degrés pour avoir la normale. Ensuite, je vais prendre un autre outil. Puis, en fait, on pourrait prendre le même, là, je réalise. Je vais aller chercher l'angle entre la normale et mon faisceau qui est émergent. Vous voyez ici, ça me permet de faire la mesure qui serait 35,94. Maintenant, pour l'angle de déviation, donc la dernière colonne à remplir, on va aller chercher un outil de distance. Ici, c'est pour juste varier. Là. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux avoir une grande droite qui est parallèle à mon faisceau incident.
Puis, je vais en faire un autre outil de distance pour avoir une grande droite parallèle à mon faisceau émergent. Donc, attention d'être précis. Je veux aller chercher l'angle qui est ici entre le faisceau qui a entré et le faisceau qui a sorti. Donc là, je vais aller chercher mon outil d'angle. Je vais le placer au point de rencontre. Là, c'est malheureux, mais on ne le voit pas. Il va falloir y aller à tâtonnement. Je ne sais pas si vous enlevez la loupe, ça va probablement aider, là, comme Rémi vous avait montré. Puis là, je l'aligne avec l'autre droite. Donc là, vous voyez ici, j'obtiens la mesure. Donc, on obtient ici un angle de déviation de 37,78 degrés. Fait que là, ça, c'est la page 1 qui est faite dans la série de mesure 1. Vous pouvez tout de suite noter toutes ces valeurs-là. Là, Rémi avait fait l'angle I1 et j'ai fait l'angle R2 puis l'angle D. Puis, vous continuez comme ça. Répartissez-vous peut-être entre vous là, les différentes mesures. Il n'est pas vraiment utile que tout le monde les fasse toutes de son côté. Fait que ça ne me dérange pas que vous partagiez l'information. Ce qui est important, c'est que vous le faites de façon précise pour compléter le tableau. Maintenant, pour la suite de l'analyse de ce laboratoire-là, on va la faire ensemble à la prochaine rencontre. Donc, mardi prochain, on va faire un cours synchrone. Je vous demanderai, s'il vous plaît, lorsque vous aurez les mesures, toutes les mesures prises envoyées par Rémi, je vous demanderai de me les envoyer pour qu'on puisse travailler à partir de vos valeurs lorsque je vais donner le cours en synchrone la semaine prochaine. Donc, désignez quelqu'un, là, s'il vous plaît, pour m'envoyer toutes les valeurs, puis je vais faire l'analyse avec vous. Fait qu'avant de terminer aujourd'hui, je vais quand même revenir sur les exercices de la page 21, puis vous donner des exercices à faire. Donc, on dit ici à la page 21, pour le prisme de l'exemple précédent, là, toujours le prisme équilatéral, même indice de réfraction, quel est l'angle critique incident qui permet d'éviter la réflexion totale interne à l'intérieur du prisme? Alors, voici la situation avec laquelle on va travailler. Donc, on s'intéresse à la condition limite lorsque le faisceau va tout juste arriver à sortir dans l'air, donc avec un angle R2 de 90 degrés. Ce qui fait que l'angle I2, ici, ça va être l'angle critique de la substance qui forme le prisme. Mais on veut, après ça, reculer pour aller chercher l'angle d'incidence à la première face. Donc, l'angle de sortie, ça va être un angle de réfraction de 90 degrés dans le milieu 2 qui est l'air. Puis là, on a le milieu 1 qui a l'indice 1,52. Fait qu'on est en train d'aller chercher l'angle critique de la substance qui a un indice 1,52. Et ça nous donne une valeur de 41,14 degrés. Donc, ça, c'est l'angle I2 qu'on a ici dans le schéma. On a maintenant une relation qui dit que l'angle au sommet, c'est égal à la somme des deux angles à l'intérieur. Donc, ici, je l'ai réécrit, là, c'est celle qu'on avait tantôt en rouge. Fait que là, on a l'angle I2 qui est de 41,14, puis on a l'angle au sommet de 60 degrés. Donc, on va aller chercher l'angle R1. R1, c'est donc 18,86 degrés suite à la première réfraction. Donc là, on va aller faire à nouveau la loi de la réfraction à l'entrée. Donc, on a l'angle R1 qu'on vient de calculer. L'indice 1, c'est une valeur de 1 parce que ça passe de l'air à notre prisme, donc l'indice 2, 1,52. Et puis là, on calcule l'angle d'incidence. Notre angle d'incidence, c'est 29,43 degrés. Cette valeur de 29,43 degrés, c'est une valeur minimum. Je vous explique pourquoi. OK? Puis ça va être résumé ici un peu en jaune. C'est que si l'angle I1 ici augmentait, ça ferait aussi augmenter l'angle R1, mais là, ils sont interreliés, donc l'angle I2, excusez-moi, ici, diminuerait, puis là, ça ferait en sorte que le rayon, on est sûr qu'il peut sortir, OK? Parce que si on est à un angle plus petit, ici, que l'angle critique, il n'y a pas de problème. Donc, on ne veut pas dépasser l'angle critique, fait que l'angle critique ici, c'est la valeur maximale, ce qui veut dire que plus l'angle critique, plus l'angle à la sortie est grand ici, ça va faire qu'on a un petit angle R1 à l'entrée, donc un petit angle ici. Donc, finalement, c'est une valeur minimale. Si I1 est plus petit que 29,43 degrés, le faisceau ne pourra pas sortir par la face opposée du prisme. Pour le dernier exercice de la page 21, je vous demande de le faire par vous-même. Je vous donnerai la réponse là, à la prochaine rencontre. Je vais vous parler de la dispersion chromatique.
La lumière, lorsqu'elle traverse un prisme, selon la longueur d'onde, vous avez déjà vu que la longueur d'onde va faire varier un peu l'indice de réfraction de la substance. Donc, si on peut imaginer, là, si par exemple on fait entrer un faisceau de lumière blanche dans un prisme, bien, comme l'indice de réfraction va être légèrement différent pour toutes les couleurs de la lumière blanche, ça va faire en sorte que la déviation ne sera pas exactement la même. Donc, ça va faire étaler ou tout séparer les couleurs qui composent le faisceau incident. Donc, ce phénomène-là s'appelle la dispersion chromatique. On voit ici une image là, de la lumière blanche, justement, qui a été séparée dans ces différentes couleurs. À noter que le symbole pour la dispersion chromatique est traditionnellement la lettre grecque delta, comme ça. Donc, ça ressemble à un petit D là, en lettres attachées un peu. Mais dans le document, j'ai vu aussi que dans certaines questions, on réfère également à la déviation avec ce symbole-là, puis on l'appelle la dispersion. Donc, simplement, quand c'est la déviation d'un rayon de lumière, ben on peut utiliser ce symbole-là, mais quand on parle des dispersions chromatiques, là, ça va être spécifié chromatique. Donc, ça, c'est quand c'est l'étalement angulaire des couleurs. Fait ici, je vous montre là, un graphique qui montre par exemple là, la dépendance entre l'indice de réfraction puis la longueur d'onde qui traverse le matériau. C'est différent un peu pour chaque matériau, mais on voit qu'il y a quand même une différence notable pour les différentes longueurs d'onde qui traversent. Puis ça fait en sorte de séparer le chemin de chaque couleur. On voit sur la figure en bas la dispersion angulaire chromatique. Je devrais spécifier que c'est chromatique ici. Donc, on a un faisceau incident qui est séparé dans ces différentes couleurs. La dispersion angulaire chromatique, c'est l'angle entre les extrémités de son spectre de couleurs. Fait que pour calculer ça, si on voulait l'obtenir par calcul, il faudrait avoir la longueur d'onde des extrémités du spectre de lumière qui sont contenues dans la lumière incidente. Par exemple, on pourrait donner la longueur d'onde du rouge et du violet. Puis là, on pourrait calculer pour chacune de ces couleurs-là, séparément, là, tout le parcours à travers le prisme, puis quelle déviation on obtient, par exemple pour le violet, puis ensuite quelle déviation on obtient pour le rouge, puis la dispersion angulaire chromatique serait la différence entre les deux déviations obtenues. Ici, on voit un appareil qu'on appelle le spectromètre à prisme. On va l'utiliser plus tard dans la session pour identifier un gaz inconnu. Donc, ici, on va avoir un gaz qu'on va mettre, dans le fond, qui est dans une ampoule de verre qui est connectée à un dispositif à haut voltage. Donc, ça va faire passer une décharge dans le gaz, puis ça va faire allumer l'ampoule de verre un peu comme un néon. Et puis, on va, après ça, regarder à travers la lunette pour voir quel spectre on obtient. Vous voyez ici, par exemple, on a en bas, dans la figure en bas, le spectre de l'hydrogène. Ici, on a celui de l'hélium et suivi par le mercure, puis l'uranium. Vous voyez, dans le fond, plus l'élément devient complexe puis qu'il comporte beaucoup d'électrons, protons et neutrons, ben là, il commence à avoir un spectre plus compliqué. Fait que l'hydrogène, qui est l'élément le plus simple, comporte le spectre le plus simple. Les exercices que vous allez avoir à faire suite au cours d'aujourd'hui, on a vu les notions sur le prisme, ça va des numéros 14 à 20. Dans le fond, ce sont les derniers numéros de votre document du module 1. Mais je voulais vous mentionner avant que vous vous lanciez là-dedans qu'on va parler de déviation maximale et minimale là-dedans, puis on va revenir là-dessus avec une preuve quand on va analyser le laboratoire au prochain cours, mais je veux quand même vous l'expliquer. Si on vous demande de calculer quelle est la déviation maximale obtenue par un prisme, ce serait lorsque notre rayon va soit sortir ou entrer avec un angle de 90 degrés. Donc, imaginons que c'est à la sortie. Il faut que vous commenciez votre calcul. Oups. OK, avec l'angle de 90 degrés à la sortie. Vous calculez ensuite l'angle I2, ensuite l'angle R1, puis l'angle I1. Puis là, vous obtenez la déviation maximale est égale à quoi? OK, ça c'est pour la déviation maximale. Les cas de déviation minimale, ceux-là vont se produire lorsque le rayon traverse de façon symétrique, c'est-à-dire il va être parallèle à la base du prisme. Puis ça fait en sorte que on peut figurer facilement les angles à l'intérieur de notre parcours de rayon parce que
il y a une symétrie là. On va utiliser l'angle au sommet ici qu'on connaît. Les deux angles en bas, c'est les mêmes. L'angle en bas ici, vous voyez que c'est le même angle que par rapport au sens du faisceau puis le côté. Donc là, à partir de là, on sait qu'on a 90 degrés entre la normale puis la surface. Donc là, on peut déduire facilement l'angle ici, I2. Serait égal à quoi? Fait que c'est purement géométrique, là. Puis I2 va être égal à R2 l'autre barre. R1, excusez. Donc, un coup qu'on a les angles à l'intérieur, ben, il nous suffit d'appliquer la loi de Snell-Descartes, par exemple, à la surface quand ça rentré pour trouver l'angle I1. Puis là, ben, ça va être le même angle que R2. Donc, on calcule juste un des deux côtés parce que c'est symétrique. Puis là, un coup qu'on a ça, on peut aller chercher l'angle de déviation. Puis ça va être la déviation à ce moment-là qui est minimale. Donc, minimale quand le rayon passe parallèle à la base du prisme. Puis là, par géométrie, on peut aller chercher les angles à l'intérieur. Et la déviation maximale, c'est quand le faisceau va soit entrer ou sortir avec un angle de 90 degrés. Ça ne dérange pas s'il rentre à 90 degrés ou qu'il sorte à 90 degrés parce que ça va donner la même déviation. Donc, je vous laisse là-dessus. C'est des exercices, il y en a qui ne sont pas faciles, là, je le sais, comme par exemple celui qui va référer à le réfractomètre d'Abbé. Ça, c'est ce qu'on va faire dans le projet, OK, dans le projet 1 en laboratoire. Fait que si vous ne l'avez pas réussi, celui-là, ben, je vous l'expliquerai plus tard. Donc, bonne fin de semaine et puis on se revoit la semaine prochaine avec le cours en synchrone mardi.